l'Europe avec Salman, l'Europe. Merci Salman, merci Salman, merci Salman, merci Salman. À la liberté d'expression. L'Europe avec Salman, avec Salman. Au CAFLA, surtout pour notre action soutien à Salman Rushdie. Alors je voulais aussi remercier Comité Laïcité République de Nantes, donc Babacar Lam, qui est le président. Donc c'est en collaboration et en partenariat que nous avons organisé cet événement. Je remercie évidemment RIM, qui a aussi participé à l'organisation de cet événement. Et ainsi que le réseau 1905, militants très actifs qui se battent vraiment pour la laïcité, pour nos libertés. Et alors aussi un grand merci à Vive la République de Céline Pina, qui n'a pas pu venir et qui s'en excuse, mais qui nous soutient et qui a soutenu aussi cet événement. Alors, organiser cet événement était important pour nous. On ne voulait pas le faire sous le coup de l'émotion le jour où ça s'est produit, c'est-à-dire après le 12 août, quand Salman Rushdie a eu les attaques. On s'est dit on ne va pas se lancer dans une course à l'émotionnel, mais on allait prendre le temps. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'après différents incidents ou attaques terroristes, on a tous tendance à pleurer, à aller déposer une fleur, à nous exprimer sur les réseaux sociaux. Et puis quelques jours plus tard, on reprend notre cours normal et on oublie. Et puis rebelote, ça se reproduit. On a bien vu ça avec Charlie Hebdo, on a vu ça avec Samuel Paty, mais avec d'autres aussi, des personnes qui ont été attaquées au couteau, etc., qu'on n'en a plus vraiment entendu parler. Et finalement, ça devient quasiment normal. Pour nous, c'est ça qui n'est pas normal, c'est que qu'on s'habitue finalement à ces attaques. Donc on s'est dit qu'on allait attendre et qu'on allait essayer de faire quelque chose en collaboration, un partenariat franco-belge. Parce que évidemment, l'islamisme, c'est pas quelque chose qui concerne uniquement la France, uniquement la Belgique ou d'autres pays. Ça concerne tout le monde et on doit être ensemble pour lutter contre l'islamisme. C'est vraiment un vrai fléau. Et je pense que notre force, ce qui pourrait nous sauver, c'est qu'on soit tous ensemble contre l'islamisme. Alors comme vous le savez, évidemment, il y a eu une fatwa qui avait été lancée en 1989 contre Salman Rushdie par l'Ayatollah Khomeini. Évidemment, même si certains disent que ça a été levé par la suite par l'Iran, etc., mais on sait très bien qu'il y a de nombreux groupes fanatiques dans leur tête, ils poursuivent même au bout de 30 ans. Cette attaque contre Salman Rushdie le 12 août nous montre quoi? Nous montre qu'avec le temps, ils n'oublient pas. Ils ont le temps de leur côté. Et il ne faut pas minimiser. On doit être vigilant parce qu'on a tendance à penser, bah tiens, au fond, ça fait 30 ans, donc finalement, il ne s'est rien passé. On va un peu lever le pied, on va laisser... Non, ils n'oublient pas. Eux, ils ont un projet, et ce projet, ils vont le mener jusqu'au bout. Et tant qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas atteint leurs objectifs, ils continueront à semer la terreur, à tout faire pour que la liberté d'expression, et d'ailleurs on le voit, il y a une autocensure, même nous, on n'ose plus, il y a des choses qu'on n'ose plus dire. On le voit bien, on voit que les médias ont peur, il y a certains journalistes qui se taisent aussi, il y a certains journaux qui vont pas... En Belgique, moi qui connais bien plutôt la Belgique, on en parle timidement, voire pas du tout, on minimise. Or, il faut, pour que les gens puissent se mobiliser, il faut informer. Si les médias n'informent plus, finalement, comment est-ce qu'on peut lutter contre quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'entend pas? C'est aussi pour ça que les cafés laïcs à Bruxelles existent. C'est pour faire entendre, pour transmettre les informations, pour discuter aussi avec les citoyens qui, eux, évidemment, ne sont pas dupes. Ils voient ce qui se passe sur le terrain. Ils ont aussi un mal-être, c'est-à-dire qu'on nous empêche de parler. Il y a énormément de gens qui n'osent plus parler, qui n'osent plus dénoncer, des enseignants qu'on oblige de se taire, des citoyens, quels qu'ils soient d'ailleurs. Tout le monde est terrorisé. Et c'est bien ça que l'islamisme veut faire. Donc finalement, la liberté d'expression est en train de reculer petit à petit. Même ceux qui sont pour la liberté d'expression, en réalité,
on a tendance à réfléchir à deux fois, à se dire, ah tiens, qu'est-ce que je peux dire? Comment est-ce que je peux le dire? Parfois, c'est pour pas ceci, cela. Or non, il faut pouvoir oser dire les choses. On est dans des pays démocratiques, que ce soit la France ou la Belgique, on a le droit d'exprimer et de dire ce qu'on veut. Et il faut pouvoir le défendre coûte que coûte. Parce qu'il y a d'autres pays où ce n'est pas le cas. Le moindre petit mot, vous finissez soit en prison, soit tué. Et nous avons cette chance d'être ici, de pouvoir jouir encore de cette liberté. Et tant qu'on a encore la possibilité de jouir de cette liberté, il faut la défendre absolument. Et ça passe par la liberté d'expression d'abord. Et puis le reste va suivre, évidemment. Alors je vais juste passer la parole du coup à Babacar Lam, donc président du comité laïcité et république de Nantes. Merci beaucoup. J'étais venu, je crois, c'était le 25 février, quand vous aviez inauguré le CAFLA, je crois. Oui, j'avais dit une chose que des gens comme moi, noirs de chez Noir, je viens d'Afrique, on est assez surpris de voir des choses qui sont hors du commun, quoi. Parce que c'est pas admissible de laisser passer ce genre de choses. Et on ne doit pas s'y habituer. Parce qu'il faut savoir que nous, on a, pour certains comme moi, vous avez dit, il y a quand même quelques cheveux, donc ça veut dire que cheveux blancs, ça veut dire que quelque part, il y a une partie de ma vie où j'ai profité avec insouciance. Et ça, il faut bien retenir ce mot. Et aujourd'hui, beaucoup de nos enfants, nos futurs petits-enfants, peut-être n'auront pas cette insouciance, n'auront pas profité de ça. C'est injuste, c'est égoïste. Et il faut savoir que avant qu'on arrive à cette liberté à tous les niveaux, d'abord la liberté de conscience, il y a eu des guerres de religion. Il y a eu des guerres de religion. Les cathos contre les protestants, ils se sont tapés dessus plusieurs fois. J'en ai compté 8 parce que j'ai eu une documentation où j'en ai eu 8 guerres. Il y a eu des édits de Nantes, il a existé après le massacre de Saint-Barthélemy. Il y a eu un édit de Nantes pour arrêter ces guerres-là. Pourquoi on en est arrivé à la loi de 1905, pour ce qui nous concerne, nous, c'était pour permettre de faire la place à toutes les religions. Et quand on a eu ça, c'est ce qui a permis aux nouvelles religions d'arriver dans les pays européens, dans l'Occident, parce qu'on a fait de la place. Vous voyez? Parce que l'islam, le bouddhisme et autres, ce n'est pas des religions occidentales. Je veux dire, ça vient d'ailleurs. Il faut comprendre. Et on a fait de la place. Quand on fait de la place aussi, il faut savoir mettre des règles du jeu, parce que ça a été fait avec les cathos. On les a tapés. Il y en a certains qui sont partis de France pour ce qui est de l'histoire de France. On les a tapés. Ils sont à la niche, quoi. C'est tout. Mais oui, il faut... Et donc, on n'a pas le droit de lâcher, quoi. On n'a pas le droit d'être des lâches, quoi, plutôt. Et ce qui est assez triste aussi en même temps, c'est que des gens comme nous qui devenons les racistes parce qu'on nous traite de racistes, d'islamophobes et tout, hein, parce qu'on dit que ça va pas. Moi, je suis né dans une religion au Sénégal, en Afrique. Ça va pas du tout. Il y a pas, vous ne devez pas laisser passer ça. Et donc, ces guerres de religion existaient, et vous savez, je crois, tout le monde le sait. Et donc, il faut freiner ça. Et il faudrait peut-être aussi que les citoyens européens, les citoyens belges, français, européens de manière générale, s'adressent à leurs dirigeants. Parce qu'initialement, les aînés de nos dirigeants actuels, ils ont eu ce courage, hein, et il y en a beaucoup qui ont laissé quand même, ils ont eu ce courage de faire quelque chose pour que ces guerres cessent. Parce que tous les dogmes sont chacun sa vérité, et qui veulent l'imposer à tous. Et donc, les cathos voulaient l'imposer aux protestants, bon, tuer les protestants aussi pareil. Là, l'islam, aujourd'hui, est dans les pays occidentaux, et il faut quand même pas vous leurrer, ils ont une stratégie de conquête. En 732 à Poitiers, ils ont été tapés, ils sont partis. On les a plus revus. Aujourd'hui, on a mis en place, enfin, à bas bruit, ils se sont installés
avec la complicité de certains politiques aujourd'hui qui trahissent les gens pour des sièges en fait, hein, pour des sièges. Et pour gagner des indemnités. C'est vil, quoi. C'est vil. Et on ne doit pas le faire. Quand ça fait ça dégoûte de la politique, en fait. Moi, je suis dégoûté de la politique. Je préfère être un citoyen simple et militant et défendre ces causes-là, parce que j'ai des enfants, des petits-enfants. Eh ben, il faut qu'ils profitent de ce que j'ai profité. Hein. Je suis désolé. Et donc, si tout le monde pense comme ça, je crois qu'on peut y arriver. Il n'y a rien d'impossible, parce que eux, ils vont taper, ils vont tuer, parce que ça crée de la sidération et ça crée de la trouille. Et beaucoup ont peur aujourd'hui. C'est vrai, la peur c'est humain, hein. C'est humain. Mais il y a un moment donné, certains ont bravé leur peur et nous ont protégés. En tout cas, se sont sacrifiés, parce que les deux guerres d'avant, certains qui nous ont fait qu'on s'en soit sortis, se sont sacrifiés. Hein. Ils viennent de tous les horizons, ils se sont sacrifiés. Il y en a certains qui ont disparu. Mais c'est pour la liberté. Et la première des libertés, c'est la liberté de conscience. Il ne faut pas l'oublier. Et celle-là, ça permet d'être catho, juif, musulman, de rien du tout. Hein. Comme moi aujourd'hui, je m'en fous des religions, ça ne m'intéresse plus, parce que le bon Dieu, s'il laisse faire ces choses-là, ça veut dire qu'il faut qu'il cause, quoi, pour moi. Non, mais c'est vrai. Non, mais je le dis tout le temps, parce que je dis, tant que je ne le vois pas, qu'ils me disent pourquoi ils laissent tuer des gens au nom d'une religion, dans une mosquée. Moi, je suis né chez moi, il y a 90% de musulmans. Le pays est fait de 90% de musulmans. Je suis désolé, quand il y a eu ces tueries, je vois, il y a plein de musulmans. Dans les pays musulmans, on tue le vendredi. Dans une mosquée, on tue des musulmans. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et il sort le bon Dieu. Pour moi, sinon, je n'y crois plus. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. On a ce droit ici en France, en Belgique, on a ce droit. Et ce droit-là, on risque de nous l'enlever. Et donc, faites attention. Faites attention. Et il faudrait qu'on parle, quoi. Qu'on parle. Et qu'on les défie aussi. Hein, c'est vrai qu'ils sont violents. C'est vrai qu'ils sont violents. Mais je pense que là où on gagnera la bataille, c'est aussi pousser les dirigeants à avoir du courage, sinon ils cèdent la place, quoi. Je suis désolé. Et ici, par exemple, le symbole est très fort en Europe, en Belgique, à l'Union européenne, parce que eux, ils n'ont pas perdu de temps. Ils ont leur rond de serviette là, ils ont les millions, ils font ce qu'ils ont à faire et on les laisse faire. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Et c'est triste, c'est révoltant. Moi, ça me... Ouais, c'est révoltant, quoi. C'est révoltant. Et que ce qui est triste aussi, c'est que ces idiots utiles qu'on a... C'est aujourd'hui qu'on a lu, d'ailleurs, Naïm Bestanji, qui est il est comme nous. Je veux dire, quand on arrive à dire, c'est comme nous, qu'on est des racistes. Bon, on me dit je suis raciste parce que je déteste ce genre de choses. On me dit je suis raciste parce que je dis que ceux qui font les trucs de déboulonner des statues ou de se plaindre tout le temps alors qu'ils sont là, ils se goinfrent. Ils ne connaissent pas l'Afrique. Ils sont nés ici. Ils continuent, ils ne veulent pas rentrer en Afrique. Enfin, ils ne veulent pas retourner. Ils sont nés ici, c'est en fait. Ils sont belges ou français, machin. Mais ils ne veulent pas aller en Afrique. Ils ne sont pas cons. Parce que, non, c'est vrai. Mais ils culpabilisent les gens. Ils culpabilisent. Maintenant, ils ont trouvé une nouvelle mode, c'est que nous, on nous traite de racistes. On nous traite d'islamophobes. On nous traite de tout. Et il y a une dame qui a eu, mais c'était l'Erama qui lui a balancé des trucs assez durs. Assez dur, c'est violent, c'est très violent. Et bon, continuons, lui, il ne se laisse pas faire. Mais quelque part, c'est violent. Et au fur et à mesure, s'il n'y a rien qui est fait, ça laisse des traces. Et bien, ils finiront par voir notre peau. Plus on sera nombreux, plus qu'on arrivera à faire ça, quoi. Et puis, il faut savoir ce qu'on a. Et on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on retrouve. Voilà.
Merci. Alors, je vais passer la parole à Amélie. Alors moi, je dirais, je comprends votre angoisse. Je comprends votre angoisse concernant les politiques, et je vais parler parce que j'appartiens à un parti politique. Mon parti politique s'est prononcé en faveur de la laïcité, mais la petite astuce, c'est que je travaille pour un politique qui a peur. Et qui, quand il me parle de son programme, laisse soigneusement la laïcité de côté. Je travaille pour lui. Donc, effectivement, quand il y a eu cette manifestation, quand j'ai eu confiné, j'ai eu le réflexe de dire « Ah, mon Dieu, on va me voir ». Et puis je me suis dit « On va me voir ». Parce que c'est important. Parce qu'on s'est tu trop longtemps. Parce qu'on a été trouillard trop longtemps. J'aurais des problèmes? Eh bien, tant pis. Au moins, j'aurais fait passer mon message. Le message que tous les politiques, tous ceux qui appartiennent à un parti politique, ne sont pas prêts à vendre leur âme simplement pour les voix d'un certain électorat. Ne sont pas prêts à vendre les valeurs qui ont été acquises suite à des guerres sur une belle idée, une idée d'universalité, au nom de laquelle tous les hommes sont égaux. Tous les hommes, et je vais parler wokiste, tous les hommes et les femmes méritent le respect. Surtout pas. Merci. Donc non, 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 non. Même dans les partis politiques, on peut trouver des gens qui sont prêts à défendre ces bonnes valeurs, ces vraies valeurs qui ont permis à nos sociétés d'assurer un bien vivre à tout le monde. Parce que constate-t-on? Que tous ces extrémistes, et il n'y a pas que les islamistes, mais que tous ces extrémistes ouvrent leur grande bouche dans des sociétés qui adhèrent à la Convention des droits de l'homme, qui respectent la diversité, qui respectent la liberté de penser. Je leur demande un peu d'ouvrir leur bouche dans des pays où ces valeurs-là ne sont pas défendues. Et Hussein n'a pas voulu aller au Maroc, c'est étrange. Il suffit de prévenir, visiblement, donc la France est islamophobe, et quand on les amis pour faire l'Hijra au Maroc, là il ne veut pas. Et donc, c'est vraiment à vous que je m'adresse. D'une part pour vous remercier de votre présence, de votre intervention, de l'espoir que vous nous donnez, et pour vous renvoyer également un message d'espoir. Tout n'est pas perdu, y compris chez les politiques. Anne-Sophie est appelée à la barre. C'est effectivement humain d'avoir peur, mais il faut aussi se dire que ça ne sert à rien de se taire parce que de toute façon, on va nous écraser. Donc autant se battre un minimum parce que de toute façon, c'est pas en ne faisant rien qu'on pense qu'on va être épargné. Au contraire, autant maintenant se bouger. Anne-Sophie? Oui, bonjour. Oui, ça marche? Oui, ça marche. Comme ça. Bon. Donc je m'appelle Anne-Sophie Nogaret, voilà, j'appartiens comme rime à Réseau 1905, qui est une association de défense de la laïcité. Alors en termes de vécu, puisque bon, je me situe à ce niveau-là, en tout cas aujourd'hui, donc effectivement il y a eu un sentiment de très très grande solitude chez les laïcs, puisque dès qu'on parle de laïcité ou qu'on dit que l'islam quand même, ou l'islamisme quand même, ça fait un peu chier, enfin voilà, là c'est il faut pas, c'est pas bien, etc. Bon. Donc il y a une forme on est minoritaire, enfin, c'est-à-dire que j'ai mis du temps à l'admettre, mais le fait est qu'on est même peut-être ultra minoritaire. Voilà, alors après, en parlant avec les gens comme ça, dans la vraie vie, on se rend compte qu'il y en a en réalité beaucoup qui pensent comme nous, mais qui n'osent absolument même pas l'admettre à leurs propres yeux. Ça veut dire quand on parle avec eux, ils finissent par dire oui, oui, c'est vrai, tu as raison, parce que il y a quand même toute cette histoire, je suis française, donc cette histoire en France, les gens de ma génération, on a tous grandi, biberonnés, pour nous c'était un acquis. Et tu parlais d'insouciance, c'est ça, c'est-à-dire moi j'ai grandi dans un truc, la politique ne m'a jamais intéressée, voilà, c'était de l'ordre de l'acquis. Et puis j'ai vécu à Rouen dans un quartier qui s'est islamisé, alors qui est un quartier populaire, voilà, normal.
et qui s'est islamisé assez rapidement, et ce qui est à un stade où je ne pouvais plus sortir de chez moi sans voir des grappes de femmes en djilbab. Et ça me stressait, alors qu'il n'y avait pas d'hostilité, il n'y avait pas de... Voilà, mais rien que ça, culturellement, moi, c'était insupportable, en fait. Bon, et peu à peu, j'ai connu des laïcs, j'ai intégré donc des cercles laïcs et j'ai délaissé complètement les gens que je connaissais d'avant, en fait, parce que nous n'avions plus du tout les mêmes préoccupations, voilà. Et en fait, je pense qu'il faut effectivement, jamais lâcher, même si on est 1 contre 3000 ou je sais pas, même si on est très minoritaire, parce que l'enjeu est essentiel. Mon frère me disait ça, il me disait, voilà, nous on a été libres, c'est-à-dire on se baladait, on voulait, quand on voulait, etc. Il a 3 filles, il me dit, je vois que mes filles, en fait, ce que je faisais moi à 10 ans, 12 ans, de façon normale et naturelle, alors qu'on avait une mère assez anxieuse, il dit, là c'est plus possible. Les gamines, il faut que je les accompagne partout, je peux pas. Et il dit, c'est insupportable. Ça veut dire que, alors qu'il est dans un milieu privilégié, il dit, même là, en fait, il y a beaucoup moins de liberté. Et pour la génération d'après, qu'est-ce que ça va être, quoi. Et donc, c'est effectivement le fait de dire, bon, alors moi, ça me correspond, bon, je ne sais pas si tout le monde a le caractère à faire ça, mais moi, je dis systématiquement ce que je pense dans tous les contextes où je suis, quand le sujet arrive, je dis, et quelle que soit la religion de la personne en face, j'en ai rien à foutre. Et d'ailleurs, ça se passe jamais mal. C'est-à-dire, même des salafistes, même... voilà, bon, je pense qu'il y a une part d'hypocrisie de leur côté, mais ils me disent, ah, c'est bien, vous êtes franche, vous nous parlez, tout ça, c'est bien, on est respecté. Ah oui, bon, ok. Mais je pense que c'est quelque chose de très important à faire, on va dire, au niveau quotidien, basique et primaire, d'assumer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui jouent vraiment sur le silence et sur la peur. Beaucoup de gens se taisent parce qu'ils ont peur. Quand on les connaît, ils finissent par dire oui, c'est vrai, je pense comme toi, mais voilà, on ne peut rien faire, de toute façon c'est mort, c'est plié. Donc il n'y a qu'à accepter. Je leur dis, mais tu veux vivre toi sous un régime chariatique? Franchement, ça t'intéresse pour tes filles, tout ça? Ou franchement, tu veux? Ouais, mais non, mais bon, ça ne dépend pas de nous. Bon. Et je leur dis toujours, la première chose à faire, je ne demande pas d'être militant, voilà, mais la première chose à faire quand même, et qui est accessible à tout un chacun, c'est d'assumer ce qu'ils pensent dans tous les contextes en fait. Alors, à part peut-être des gens qui, dans leur vie professionnelle, parce que ça aussi c'est très important, pourraient perdre leur boulot pour s'être exprimés. Bon là, évidemment, on ne va pas non plus finir à la rue, voilà, mais franchement, toutes les fois où c'est possible, le dire, parce qu'on se rend compte que ça encourage les gens. C'est le fait que quelqu'un parle en disant ce qu'il pense et ah, mais t'es facho? Ouais, je suis facho, ouais. ouais, mais t'es raciste? Ah, ouais, vas-y, bon. Donc là, après, les gens, comme ils n'ont aucun argument, de toute façon, une fois qu'ils ont dit ça, puis qu'on a rigolé, ils peuvent rien faire de plus. Et c'est très important parce que ça délie psychologiquement, ça provoque une espèce de déclic où ils se disent, ah bah tiens, oui, c'est vrai, on peut dire ça, puis on ne meurt pas foudroyé par je ne sais qui ou je ne sais quoi. Voilà. Donc voilà, c'était juste un témoignage très ras des pâquerettes, mais pour dire que je pense que la première chose à faire, c'est ça, c'est d'assumer ce qu'on pense, et puis évidemment de se rallier à des gens qui pensent comme nous, parce que la solitude, c'est sympa 5 minutes. Moi, à Rouen, j'ai vécu dans une solitude absolue pendant plusieurs années à Rouen à cause de mes idées, quoi, tout simplement, où plus personne ne m'invitait. J'étais une espèce d'hystéro, obsédée. Voilà. Même, alors, je parle même après 2015, où vraiment, mais qu'est-ce que tu nous parles des attentats, là c'est fini. C'est fini, ah ouais, ok, bon. Et voilà, donc je sais que c'est la solitude, ça fait partie de notre lot à tous, je pense. Et il faut briser cette solitude aussi en allant voir des gens qui, comme ici, voilà, c'est merveilleux, ça existe pour ça, parce qu'on voit des gens et on sort de sa solitude, et surtout on a l'impression d'être moins inutile et de pouvoir faire quelque chose, chacun selon ses possibilités, ses compétences, etc. Mais qu'on n'est plus tout seul avec son slip à se dire, est-ce que c'est moi qui suis complètement taré, ou est-ce que c'est les autres qui... parce que franchement, la solitude, au bout d'un moment, on se dit, c'est moi qui vais pas bien, en fait. Oui, c'est moi. Et voilà, donc le fait de voir des gens avec qui on peut se battre, c'est essentiel. Et après, évangéliser, évangéliser laïquement, bien sûr.
c'est vrai qu'il faut éviter d'être, enfin, essayer de ne pas être seul, et une manière, c'est de venir au CAFLA justement pour parler. C'est vrai que énormément, on le voit depuis Samuel Paty, des professeurs se sentent terriblement seuls, n'osent plus parler, et ils ont l'impression d'être abandonnés. Donc voilà, nous en tout cas, c'est un espace ici pour ça, pour que les gens puissent s'exprimer et ne plus se sentir seuls, et continuer évidemment, parce que on doit aussi éduquer maintenant les enfants. Et on sait très bien que de l'autre côté, il y a une éducation qui se fait, mais dans l'autre sens, dans la censure. On voit de plus en plus de jeunes, même des jeunes qui ne sont pas du tout élevés dans des familles musulmanes ou islamisées, qui disent, mais enfin, on ne peut pas blasphémer, on ne peut pas critiquer une religion, etc. Là, ça veut dire qu'on est déjà beaucoup trop loin. Il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole. Aïcha ? Je suis née à Paris, mais j'ai vécu en Algérie, et qui veut dire j'ai vécu toutes les sales années qu'on a vécues. Je suis revenue en France dès que j'ai pu. J'avais 19 ans pour finir mes études. J'ai fui les islamistes et je les ai retrouvés 10 ans plus tard. Et ça a fait un déclic, surtout Charlie Hebdo et Hyper Cacher. Et ça a provoqué chez moi tout un tas de sentiments horribles. Je me suis sentie seule en disant que pleure pas rime parce que je vais le faire. Je n'arrivais pas à m'exprimer normalement, à sortir normalement. J'ai eu une peur atroce. Il fallait que j'aille voir j'ai vu un psy même pendant 2-3 mois. Ça m'a aidé énormément. Autant que agnostique, je suis déiste, je crois en Dieu, mais par contre, les religions pour moi, ça veut rien dire. J'ai grandi dans une famille musulmane. J'ai été pas comprise du tout, rejetée par ma famille pendant un moment. Heureusement que j'ai une mère assez ouverte d'esprit. Des amis, j'en ai perdu. Les réseaux sociaux m'ont permis de retrouver des gens qui pensent comme moi, Dieu merci. Et voilà, donc prier qui, je ne sais pas, mais ce que je souhaite que ça s'arrête, tout simplement. Quand on se débarrasse de tout ça et qu'on vive tous ensemble, chacun avec son libre arbitre, chacun ce qu'il pense et ce qu'il ressent, pardon. Et merci de m'avoir écouté. Voilà. Bon, moi je vais aussi dire quelques mots. Je viens exprès de Toulouse pour témoigner avec vous et pour avoir le courage aussi, votre courage, et on se mélange notre courage. Voilà. Moi j'ai été enseignante d'éducation physique, je suis une vieille bonne femme, je suis née en 1941. J'ai été heureuse de vivre dans un pays laïque, mon papa était laïque, j'ai quand même fait la communion et tout le petit bazar de la religion, mais j'ai eu la chance, grâce à la laïcité, d'un jour dire, bon, je ne crois pas en Dieu, ça ne fait pas de moi une mauvaise personne, et c'est bien comme ça, et je m'en contente, et je suis très contente de vivre dans un pays comme ça. Je suis très contente de pouvoir manger avec des hommes, parce que ce ne sont pas tous des ogres, les hommes, il ne faut pas faire la guerre avec les hommes. Voilà, moi j'adore les hommes, et où les femmes ne sont pas toujours à la cuisine avec les hommes qui discutent. On est dans un beau pays comme la France, et je pense qu'en Belgique c'est aussi comme ça. On partage nos amours et nos joies avec nos conjoints, avec les amis, voilà. Ne faisons pas la guerre aux hommes, surtout, voilà. Amenons-les, on partagera le monde ensemble, on le dirigera ensemble. Pas de faire du matriarcat qui serait aussi con que le reste, voilà. Alors, par contre, je voudrais vous parler de l'histoire de Toulouse par rapport à la liberté d'expression, pour être dans le sujet. À Toulouse, en 2006, je crois que c'est en 2006, on a un prof de philo qui avait écrit un article dans le Figaro. Il a été menacé de mort, il a dû arrêter, il s'appelle Robert Redeker. Il a été obligé de quitter son travail de prof de philo. Il est toujours suivi par surveillé, enfin un peu comme voilà. Et en plus à Toulouse, si vous voulez, nous avons eu en 2012, bon vous le savez tous, nous avons eu des attentats dans le sud de la France. D'abord à Montauban, puis ensuite
à cette école juive de Toulouse. Et si vous voulez, moi qui ai enseigné dans un quartier proche de cette école au Sahara, à Soratoire, c'est un peu compliqué, il y avait une cité où on recevait des enfants qui arrivaient du Maghreb et de l'Algérie. J'ai enseigné l'éducation physique, je faisais de l'émancipation pour tout le monde. Je n'ai jamais eu aucun problème pour que les enfants fassent de l'éducation physique en short et en t-shirt, les filles comme les garçons. Il faut savoir, il ne faut pas se laisser faire, parce que la honte qui revient par rapport au corps des petites jeunes filles, musulmanes, voilà, c'est une honte qui va retomber sur nous toutes. Voilà, donc il faut avoir vraiment conscience de ça. Et moi, j'adore cette idée de la laïcité, elle est fondamentale. Alors, ce qui est arrivé dans notre pays, c'est que elle était tellement fondamentale et on était tellement bien dans cet état-là qu'on a cru que ça durerait toujours. Voilà, on a cru que ça durerait toujours. Et maintenant, je pense que la laïcité, même en France, elle est un peu en coma dépassé. Voilà. Voilà, et en Belgique peut-être aussi, voilà. Donc si vous voulez, voilà, et moi j'attends, je suis surprise que dans le monde musulman, il n'y ait pas des paroles fortes. Tout le monde dans le monde musulman n'approuve pas et ne dit pas oui, ce sont des héros, tous ces mecs qui font des attentats, etc. Je crois pas. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on les oblige, alors est-ce que ce sont à nos politiques de le faire, il faut qu'on les oblige à dire mouillez-vous un peu le caleçon là, parce que il faut que vous parliez, il ne faut pas qu'on puisse dire que dans l'islam, allez hop, on va aller au paradis si on tue Samuel Paty, si on égorge machin truc, non, voilà. Voilà, et moi je voudrais garder confiance dans l'humanité, j'ai besoin de ça, de cet optimisme, et je crois que l'optimisme, si je veux le garder, il faut que je me mouille un peu le truc comme aujourd'hui, voilà. Donc je voudrais vraiment que nos enfants aient un autre avenir que la peur, parce qu'au fond on est là un peu, hein. Ils auront la peur, ou alors ils diront rien, ils auront le silence à la place. Voilà, bon, moi j'ai fait un travail sur un imam, c'est pas celui dont vous avez hérité, mais qui disait à peu près la même chose. Alors, je trouve ça un peu injuste qu'on en fasse une tartine pour un et pas pour l'autre. Voilà. Mais voilà, et donc si vous voulez, il faut qu'on croie que ça change, et il faut obliger nos hommes politiques, et c'est pour ça que j'étais contente de venir à Bruxelles, parce que c'est là que ça devrait se passer, et que tout le monde soit debout, quoi. Voilà. Moi, je suis contente de vous connaître. Je suis heureuse d'être venue. Non, vous pouvez venir. J'avais aussi oublié. Merci et merci beaucoup à tous nos amis français qui sont ici. En tant que Belge, je dois dire que vous menez un combat très courageux, vous vous faites souvent vraiment traîner dans la boue parce que on vous traite de raciste et d'islamophobe. Et en Belgique, il y a beaucoup de travail encore à faire pour avoir le courage de résistance de la France par rapport à ce genre de discours. Et je voudrais embrayer justement sur cette question de la peur, parce que la peur dont vous parliez, la peur d'être vu à une manifestation comme ça contre l'islamisme, et je me rends compte qu'on n'a pas nous-mêmes osé dire ce mot. On a dit non à l'obscurantisme et on n'a pas parlé d'islamisme. Et cette peur, moi, je l'éprouve aussi, pas la peur de me faire égorger ou de me faire taillader au couteau. C'est pas ça que j'ai en tête, mais c'est la peur d'être étiquetée comme extrême droite, comme intolérante. Et ça, c'est quelque chose qui m'a gagnée. Et que même aujourd'hui, en train de tenir la photo de Salman Rushdie, et de savoir très bien que cet homme a été tellement injustement poignardé et qu'il a vécu cette vie affreuse de devoir se cacher, j'ai l'impression
il y a une part de moi, c'est peut-être l'éducation catholique aussi, qui a l'impression de faire quelque chose de mal contre des gens qui ont une croyance et qui sont blessés. Et c'est ça qui est grave. C'est le fait que ça puisse nous atteindre à ce point, cette accusation de manquer de générosité d'esprit, de manquer d'ouverture d'esprit et de blesser, alors que tout ce que nous défendons, c'est cette liberté de conscience et c'est cette liberté de rester en vie, même si on n'est pas d'accord et même si on exprime un désaccord avec les principes d'une religion qui a, comme toutes les religions, un côté obscurantiste absolument effroyable. Voilà. Et c'est pour ça que, effectivement, c'est bon de ne pas se sentir seul, parce que parfois on est face à un mur ou face à des gens qui vous écoutent et puis qui ont l'air de vous juger quand même et de dire oui, tu vires à droite, toi. Ça fait mal. Ça fait mal. Bonjour, je ne suis pas très à l'aise avec un micro, moi. Donc je m'appelle Marie, je viens de Nantes. Je voulais d'abord, moi, présenter mes excuses à cette jeune fille. Je vais vous dire pourquoi. Oui, parce que effectivement, vous êtes en France actuellement et on ne vous protège pas. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me choque énormément. Alors, dans mon entourage, j'ai Zora Bitan, que vous connaissez peut-être, qui a été harcelée par Idriss Siamedi. Dans mon entourage, j'ai également Mila, dont vous avez peut-être entendu parler. Je connais bien une de vos collègues également. J'ai envie de dire, moi je trouve que, en tout cas moi, de là où je suis, alors c'est peut-être mon côté chrétien aussi, mais je ressens une certaine culpabilité parce que je ne suis pas toute jeune, j'ai 54 ans, je ne suis pas très vieille non plus, mais je me dis que tout ça, ça s'est passé pendant que moi j'étais d'âge à voter. C'est-à-dire que moi j'étais ado et jeune adulte dans les années 80, en France, c'était l'insouciance effectivement, on faisait ce qu'on voulait. On pouvait croire, ne pas croire, on pouvait insulter une religion sans problème. Je ne me suis absolument pas gênée parce que j'étais une jeune fille qui avait plutôt de la ressource de ce côté-là et qu'aujourd'hui c'est plus possible. Et je me dis, qu'est-ce que nous, on a laissé passer ? Ça veut dire qu'on n'a pas été voté, ça veut dire qu'on a toléré des choses qui étaient intolérables. Donc je prends ma part de responsabilité, mais aujourd'hui, moi je veux qu'on lutte, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a laissé passer aujourd'hui, il faut absolument y mettre un frein et en urgence, parce qu'en France, il se passe. Je peux parler de ce que je connais. Je sais qu'effectivement en Belgique, c'est très grave également. Et effectivement, je pense qu'on a une part de responsabilité énorme et qu'il faut réparer. Réparer. Moi, j'ai 2 filles, donc réparer pour mes filles. Réparer aujourd'hui, j'ai une petite fille. Réparer pour ma petite fille. Mais réparer également, je suis assistante sociale. Tous les autres gamins que je suis et que j'aide dans mon boulot. À Nantes, on a une grosse montée de l'islamisme. À Nantes, moi j'ai vu dans un établissement, juste avant le confinement, dans un des collèges où je travaillais, c'était la première fois en 30 ans que je voyais ça, une vingtaine de gamins, je l'ai écrit dans le bouquin de Mila, qui ont refusé d'aller en cours parce que c'était Ramadan et qui ont fait un sitting dans l'établissement. Des gamins de 12 ans, 13 ans. La chance qu'on a eue, c'est qu'on avait une enseignante musulmane qui s'est approchée d'eux et qui leur a dit « Vous êtes en train de vous dévoyer la religion ». Et là, ça nous a aidés. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise plus. Et là, qu'il faut reprendre en main en urgence, ça. En urgence. Et je suis très contente de rencontrer des gens qui... parce qu'effectivement, on n'est pas nombreux. Et moi, les gens que je connais et qui sont sur la même ligne que moi, en fait, sont menacés aujourd'hui. Donc, du coup, je suis... Merci beaucoup, quoi. Merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas à venir vivre en Belgique. On a besoin de main-d'œuvre. Oui, c'est ça. Alors, je vais passer la parole à Émilie, notre chère amie Émilie, qui va nous lire un passage des versets sataniques, en fait, de Salman Rushdie, que maintenant vous connaissez tous, et que vous avez évidemment, bien sûr, tous lu. En tout cas, Émilie va vous donner l'envie de le lire. Je vais refaire Isabelle Adjani. Alors, pour contextualiser, donc là c'est
un des personnages des versets sataniques qui s'appelle Djibril, qui est un acteur indien très croyant et qui a une crise de foi, FOI. Il a un accident, on ne sait pas, il a une hémorragie interne durant un tournage, il s'effondre et il est à l'hôpital entre la vie et la mort. Alors il y a un petit parallèle avec la situation de Salman Rushdie aujourd'hui. Et donc ce personnage, c'est un court passage, mais c'est assez savoureux et ça raconte vraiment toutes les étapes de sa crise de conscience. Pendant sa maladie, il avait consacré chaque minute de conscience à invoquer Dieu, chaque seconde de chaque minute. Ya Allah, ton serviteur gît et saigne, ne m'abandonne pas maintenant après avoir veillé sur moi pendant si longtemps. Ya Allah, fais-moi un signe, une petite marque de ta grâce que je puisse trouver en moi la force de guérir mes maux. Ô Dieu bienfaisant et miséricordieux, sois avec moi dans ce temps de besoin, mon plus cruel besoin. Puis, il se rendit compte qu'on était en train de le punir et suffisamment longtemps pour qu'il puisse souffrir. Mais après un certain temps, il se mit en colère. « Ça suffit Dieu », demandèrent ces paroles non dites. « Pourquoi dois-je mourir alors que je n'ai pas tué? Es-tu vengeance ou es-tu amour ?» Sa colère contre Dieu lui permit de tenir un jour de plus, mais ensuite elle s'effaça, et à sa place vint une absence terrible, une solitude quand il comprit qu'il parlait dans le vide, qu'il n'y avait absolument personne. Et c'est alors qu'il se sentit bête comme il ne l'avait jamais été de sa vie. Et il commença à prier l'absence. « Ya Allah, sois là, nom de Dieu, existe !» Mais il ne sentait rien. Rien. Et un jour, il découvrit qu'il n'avait plus besoin que quelque chose existe pour sentir. Ce jour de métamorphose, sa maladie changea et il commença à guérir. Et maintenant, pour se prouver à lui-même la non-existence de Dieu, il se tenait dans la salle à manger d'un des hôtels les plus connus de la ville, avec du cochon lui tombant de la bouche. Il leva les yeux de son assiette et vit une femme qui l'observait. Elle avait des cheveux si clairs qu'ils étaient presque blancs, et sa peau avait le teint et la transparence de la glace des montagnes. Elle rit de lui et se détourna. « Vous ne pigez plus !» cria-t-il en crachant des morceaux de saucisse par les coins de la bouche. « Je ne suis pas frappée par la foudre, c'est ça qui compte !» Elle se retourna et vint se planter devant lui. « Vous êtes vivant, » lui dit-elle. « On vous a rendu la vie. C'est ça qui compte. » Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut prendre la parole? Profitez-en, hein. Nous ici, vous pouvez tout dire. Pour vendre ma camelote aussi. Enfin, pour dire aussi, encourager un peu, parce qu'on dit que nos politiques sont un peu inertes, quoi, ils ne font pas grand-chose. Et moi, je ne m'avoue pas vaincu, je pense on ne gagne que les batailles qu'on a menées, et du coup je continue, je persiste. J'étais dans la politique, j'ai arrêté parce que je ne crois plus du tout, mais vu du côté où je suis, je continue de les solliciter, de les confondre. Il y a eu à Nantes, c'est vrai que c'est Marie qui le disait, ces derniers temps, il y a quelques années, 5-10 ans, hein, qu'il y a eu vraiment un rush d'islamisme. Et puis bon, on a dans la mairie aussi des accommodants. Et dernièrement, on a eu droit à une affiche pour symboliser la femme en 2022, là, pour symboliser la femme, on a eu une femme voilée, les droits des femmes, au mois de mars. Ouais. C'était plus pervers que ça, cette histoire d'affiche. J'ai rencontré un élu de la région mardi qui m'expliquait qu'en fait, la mairie avait fait mettre des affiches sur les droits pour fêter les droits de la femme. Donc, une femme voilée dans les quartiers et une femme non voilée dans là où il y avait les bobos, quoi. Voilà. Les quartiers riches. La femme était non voilée sur l'affiche dans les quartiers UP. Et dans les quartiers avec une forte immigration, avec beaucoup de personnes musulmanes, ils avaient mis une femme voilée pour représenter. Et c'était écrit « la femme nantaise ».
La femme nantaise de Nantes. Ah oui, d'accord. Ouais, du coup, ça, on ne pouvait pas laisser passer. Mais je pense que, par moment, ce n'est pas les élus, en plus, c'est tellement vérolé dedans et qu'il y a des directions qui s'arrogent des libertés. Et s'il y a une direction, justement, la direction de l'égalité femmes-hommes à Nantes, ils sont quand même des wokistes, gauchistes, islamo-gauchistes, ils sont utiles de l'islamisme, et puis de tout, hein, ils sont dans l'inclusif, dans toutes ces choses-là. Et là, prochainement, moi, j'avais pensé à un moment donné de faire un colloque pour solliciter les élus. Et ça va se passer au mois d'octobre, le 8 octobre prochain, et donc j'ai la chance d'avoir un élu, la maire de Nantes, ou le premier élu, le premier adjoint, et puis un maire d'une grande ville qui sera... Ah pardon, désolé, je suis catastrophique, excusez-moi. Et donc un élu d'une autre grande ville, de métropole, et puis une juriste qui va expliciter la laïcité. Parce que moi, j'ai envie de les confondre sur leur approche de laïcité et les amener à s'interroger. Parce que, comme ce qui se fait, parce qu'à Nantes aussi, il semble qu'il y ait des instructions qui ont été données pour la cuisine centrale de faire que du halal maintenant. Et dans les collèges, lycées, là aussi, on fait des courses halal pour beaucoup, parce qu'il y a aussi quelque chose d'assez malsain, c'est ce paternalisme de ces gens gauchistes là, les Noirs ou les Arabes, c'est des pauvres gens. Oui, il faut les laisser comme ils sont, il faut qu'ils soient entre eux, machin, tout ça. Et c'est ça qui se passe. Et donc, c'est des proies faciles qui sont pris par les islamistes qui continuent de gratter du terrain, de gratter du terrain, de gratter du terrain. Et là, aujourd'hui, il y a des endroits où c'est comme en musulmanie, hein, je ne sais pas comment ça se dit, mais c'est ça qui se passe aujourd'hui. Et donc, moi, je pense que, je le répète, hein, il faut absolument interpeller les élus. Il faut absolument parce que les islamistes, ils l'ont fait. Ils les ont harcelés, ils ont pris la place. Et donc, les laïcs, parce qu'il ne faut pas se méprendre. Le peuple européen, les Occidentaux, ils savent ce qui se passe, il y a quelque chose de pas normal. Les élus ont des guerpilles, quoi, mais ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et des leaders d'opinion, des leaders comme vous pouvez jouer là-dessus aussi. Aller, convaincre les gens, leur donner des arguments, parce qu'il se trouve qu'il n'y a pas eu de transmission de l'histoire européenne, l'histoire de l'Occident, depuis la fin de la guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, on est resté sur la reconstruction, ça a amené de la prospérité et tout. On dit que tant qu'il n'y a plus de guerre entre les peuples européens, on est sauvés, sauf que les Amerlocs, ils ont été à un moment donné à faire un travail à bas bruit aussi pour nous, voilà, un peu changer les façons de faire, pour nous utiliser, pour américaniser l'Occident, l'Europe. Et de l'autre côté, c'est une tenaille en fait. De l'autre côté, les islamistes aussi, à bas bruit, financés en plus avec les deniers publics, parce que les grands frères, les élus, leur donnaient plein de subventions, et ils ont bossé avec des sous du contribuable. Hein. Et là où on en est, la responsabilité des politiques est immense, donc il faut absolument y aller, il faut les taper en fait. Moi, je ne me gêne pas, hein. Je me gêne pas, ils me connaissent. Hein.